Cette vidéo, il y en a beaucoup qui l'attendaient, beaucoup me l'avaient demandé. Oui, on va parler de la dette publique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le sujet qui surplombe l'ensemble du débat politique. Dès qu'il s'agit d'améliorer le sort des citoyens, en augmentant les retraites, en augmentant les indemnités chômage, en augmentant les salaires, en augmentant les budgets des services publics, bref, tout ce qui peut aider le sort des citoyens, c'est pas possible, parce que si on suit nos gouvernants, il y a la dette, l'État est en faillite, et donc il faut réduire les dépenses publiques. Dans cette vidéo, on va voir que tout ça, c'est une escroquerie intellectuelle qui vise à culpabiliser les citoyens et à justifier une certaine politique économique qui sert toujours les intérêts de quelques-uns au détriment de tous les autres. Alors pour être plus précis, en fait on va faire 2 vidéos parce que c'est un sujet un peu technique. Donc pour bien prendre le temps de comprendre, on va le faire en 2 parties. Allez, tout de suite, la première partie. Je vous rappelle que les explications qui vont suivre s'inscrivent dans le cadre d'une série de vidéos basées sur mon livre Reprendre le pouvoir, construit sous la forme d'un plan pyramidal. Et pour la vidéo qui va suivre, on se situe juste ici. Alors rassurez-vous, pour cette vidéo, vous avez besoin uniquement d'avoir un niveau mathématique de CP. C'est-à-dire qu'on va juste faire des additions et des soustractions. Et pour commencer, il faut déjà lever une confusion qui est souvent faite, y compris par les politiciens qui a priori ne connaissent même pas la différence entre le déficit et la dette publique. Alors le déficit, c'est quoi ? C'est tout simplement la différence entre le montant des recettes de l'État et le montant de ses dépenses sur une année. Donc les recettes, c'est ce que l'État collecte en impôts et en cotisations sociales tous les ans. Et puis ce qu'il dépense, c'est le salaire des fonctionnaires, c'est les investissements que l'État fait dans les infrastructures. Voilà, tout simplement. Et la dette, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'accumulation des déficits. C'est le total, en fait, des déficits. Pour prendre les choses très simplement, si chaque année vous perdez 10 euros, au bout de 10 ans, vous aurez 100 euros d'accumulation, ça, ce sera votre dette. Pour l'État, c'est exactement la même chose. Alors pour bien comprendre et arrêter de se faire enfumer par les politiciens, on va s'intéresser aux chiffres. Alors je sais qu'ils sont exprimés en milliards d'euros, donc ça peut impressionner, et je vous rassure, vous savez, même les experts, même les économistes, un chiffre en milliards, ils savent pas à quoi ça correspond. En fait, ce qu'ils essayent de faire, simplement, c'est de mettre en relation différents chiffres pour avoir des ordres de grandeur. Pour prendre un exemple, imaginez que vous alliez dans un pays étranger, c'est une monnaie étrangère, et on vous donne un sac de pièces et on vous dit pas du tout quelle est la valeur de ce sac de pièces par rapport à l'euro. Ce que vous allez faire vraisemblablement, c'est que vous allez regarder le prix des produits, puis vous allez les comparer. Vous allez voir ce que vaut une voiture, ce que vaut un logement, ce que vaut la nourriture. Et puis, avec ça, vous allez pouvoir comprendre la valeur du sac de pièces qu'on vous a remise. Là, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Il faut avoir une approche empirique, c'est une approximation, en mettant les chiffres en relation les uns aux autres. Et donc pour ça, on va étudier le budget de l'État sur une année et on va prendre l'année 2019 parce que c'est l'année avant Covid et donc on met l'année Covid à part pour l'instant parce que ça fausse un peu les chiffres par rapport à la normale. Si on se réfère à l'année 2019, le total des dépenses nettes de l'État, ça correspond à 338 milliards d'euros. À l'intérieur, vous avez l'enseignement scolaire pour 72 milliards d'euros, vous avez la défense pour 44 milliards d'euros, la charge de la dette, ou autrement dit les intérêts de la dette publique, pour 42 milliards d'euros, et toute autre série de dépenses, et je pense notamment aussi à la justice pour 9 milliards d'euros. D'un autre côté, vous avez également les recettes de l'État qui, elles, correspondent à 229 milliards d'euros en 2019. Et à l'intérieur de ça, vous avez la TVA pour 129 milliards, l'impôt sur le revenu pour 70 milliards, ou encore l'impôt sur les sociétés pour 30 milliards. Et en faisant la différence entre les deux, c'est-à-dire 338 milliards moins 229 milliards, vous obtenez quoi ? Vous obtenez un déficit de 108 milliards. Alors on dit déficit parce que vous l'avez compris, les dépenses sont supérieures aux recettes. Mais il est évident que si les recettes étaient supérieures aux dépenses, on aurait un bénéfice. Et si, à tout le moins, parce qu'en fait un État bien géré, ça devrait aboutir à cela, à un compte à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on devrait en principe avoir des recettes qui sont d'un montant égal ou au moins équivalent à celui de ses dépenses. Alors le bilan c'est quoi ? C'est qu'en 2019, la dette publique avait atteint 2350 milliards d'euros, soit l'équivalent d'à peu près presque 100% du PIB. Et en 2021, à cause de la crise Covid, on est même passé à 114% du PIB, c'est-à-dire plus de 2700 milliards d'euros d'endettement public. Comment on en est arrivé là ? Tout simplement parce que depuis 1975, pas une seule année, nous n'avons adopté un budget à l'équilibre. C'est-à-dire que depuis 1975,
tous les budgets qui ont été votés par les gouvernants ont systématiquement été en déficit. Et là, il y a une remarque qu'il faut se faire. C'est que tous ceux qui prétendent nous donner des leçons de saine gestion budgétaire, de saine gestion comptable, de politique d'austérité qui serait la seule politique à conduire si on est raisonnable. Mais tous ces gens-là, depuis 40 ans maintenant, votent systématiquement des budgets qui sont en déficit. C'est-à-dire que c'est eux qui ont constitué la dette de la France et c'est eux maintenant qui viennent nous dire que l'État est en faillite. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Et pour vérifier ça, le nouveau média Elucide qui vient de se lancer a eu la gentillesse de nous transmettre des schémas, dont un premier qui montre très clairement que le niveau d'endettement public de la France était quasi dérisoire jusqu'à la fin des années 60, début années 70. Puis à partir de 1975, on voit très clairement que la courbe explose, que l'endettement public a explosé d'une façon considérable et c'est ce qui fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors certains vont se poser la question, mais si l'État est en déficit, où trouve-t-il l'argent ? Tout simplement, l'État ne collecte pas assez d'impôts. C'est pour ça qu'il est en déficit, c'est pour ça qu'il n'a pas assez de recettes. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va emprunter. Où ça ? Il va emprunter sur les marchés financiers. Donc, il faut bien comprendre. Oui, l'État, chaque année, rembourse les dettes qui sont arrivées à échéance. Mais à chaque fois, l'État emprunte plus encore, dans un volume plus important, pour rembourser les dettes qui étaient arrivées à échéance, mais il contracte donc ce faisant de nouvelles dettes. Et donc, on parle d'un roulement, et c'est pour ça qu'on a au final un endettement public qui ne cesse de s'accroître. Alors, disons clairement les choses. Si l'État était un particulier ou une entreprise, c'est tout simplement de la cavalerie financière. Ça, c'est absolument interdit pour les entreprises ou les particuliers. Alors, la dette publique, elle nous pose deux problèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette, ou autrement dit, les intérêts de la dette publique. C'est les intérêts qu'on paye chaque année au titre des emprunts qu'on a contractés. Et ça correspond quand même à 40 milliards d'euros par an, c'est une sacrée somme. C'est d'ailleurs le troisième poste de dépense du budget de l'État, qui vient après l'enseignement et la défense. Et puis le deuxième problème, c'est la dépendance de l'État qui en résulte auprès des marchés financiers. Parce que si on ne mène pas une politique tout à fait conforme aux intérêts des marchés financiers, alors il pourrait menacer précisément de monter nos taux d'intérêt et donc que la charge de la dette soit encore plus lourde à supporter. Maintenant qu'on a fait tous ces rappels qui étaient nécessaires, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la France est en faillite ? Est-ce que notre économie est au bord du chaos ? Parce que si vous écoutez les ayatollahs de l'austérité, ils viennent vous expliquer sans arrêt que, mon Dieu, la dette publique, c'est énorme, c'est excessif, c'est 100% du PIB, c'est même 114% maintenant après la crise Covid, et ça pèsera sur les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, rendez-vous compte. Puis bon, si vous êtes un honnête citoyen, vous vous dites, une dette, ça se paye, ça se rembourse. Donc il faut bien qu'on soit raisonnable et on doit payer si on le fait pas. Qu'on soit clair. Tout ça, ce sont des salades. C'est une arnaque intellectuelle. Parce que quand on vous dit, par exemple, que le taux d'endettement public il est de 100% par rapport au PIB, on compare des choux et des carottes. Ça n'a absolument rien à voir. Ça ne correspond pas à ce qu'on appelle le taux d'endettement. Parce que quand on analyse le taux d'endettement d'un particulier, on ne va pas comparer le montant total de l'emprunt qu'il a remboursé sur 20 ou 30 ans avec ses revenus sur une seule année. On va comparer ce qu'il doit rembourser sur un an avec ses revenus d'une année. Et donc si vous raisonnez de cette manière-là pour l'État, alors on n'est plus du tout à 100% du PIB, on serait à 12% de taux d'endettement par rapport au PIB, parce que tout simplement la durée moyenne de remboursement d'un titre de dette publique, c'est environ 8 ans. Donc il faut diviser le 100% du PIB par 8. Et donc là vous obtenez 12%. Vous voyez que ce taux d'endettement, si on devait le comparer par rapport à la situation du ménage, on est assez large parce qu'un ménage, il peut s'endetter jusqu'à 33%. C'est l'usage qui est admis par les banques pour consentir des prêts immobiliers aux ménages. Donc vous voyez, nous à 12%, l'État, on a de la marge. Mais bon, il ne s'agit pas non plus de tomber dans le piège des gouvernants, parce qu'en fait, comparer un particulier avec un État, ça n'a strictement aucun sens. Pour une raison très simple à comprendre. C'est qu'un particulier, malheureusement, il a une durée de vie limitée. Et ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, la banque vous prêtera plus parce qu'elle considère que vous n'aurez plus les moyens de respecter vos engagements et de rembourser le crédit. Alors que l'État, il n'a pas de durée de vie limitée. L'État, lui, il est éternel. Et donc, les prêteurs, ils lui prêteront tant qu'ils considéreront l'État comme solvable. Et l'État français, qui est l'une des plus grandes puissances économiques du monde, qui a un patrimoine absolument considérable,
Vous inquiétez pas, nous sommes parmi les mieux classés sur les marchés financiers. On a une note des agences de notation financière qui est excellente, donc il n'y a aucun risque. On continuera à nous prêter tant qu'on aura besoin de se financer. Et il y a un dernier argument qui est répété en boucle dans le débat public, un dernier poncif. La France a vécu au-dessus de ses moyens. La raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est de la merde! Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ça, j'en ai ras-le-bol. Parce que, expliquez-nous, qui a vécu au-dessus de ses moyens? Qui? Les retraités, qui ont touché des pensions de retraite de misère? Les enseignants, les policiers, les pompiers, les juges, les médecins? Qui a vécu au-dessus de ses moyens? Les artisans, les commerçants, les enfants qui sont scolarisés? Qui a vécu au-dessus de ses moyens? Expliquez-nous qui, depuis tant d'années, vivrait au-dessus de ses moyens. Parce que c'est drôle, on entend ça, mais alors ces gens-là, ils nous parlent jamais de tous les fraudeurs fiscaux, de tous les évadés fiscaux qui pillent tous les ans 100 milliards d'euros par an à la nation. Eux non, on n'en parle jamais. Eux, ils n'auraient pas vécu au-dessus de nos moyens, il n'y a pas de problème. Bon, je m'étends pas plus sur ce sujet-là précis parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais qu'on arrête déjà de nous dire que nous, les Français, les 99%, on aurait vécu au-dessus de nos moyens parce que c'est pas vrai. Et puis, c'est d'autant plus faux que ça sous-entendrait que si la France a vécu au-dessus de ses moyens, alors les autres pays, eux, auraient bien géré, auraient été raisonnables, auraient été consciencieux, quand nous, on aurait été dispendieux et finalement totalement déraisonnables. Alors parce que ces donneurs de leçons dans le débat public, ils n'ont jamais pris le temps de regarder les chiffres, nous on va les regarder, les chiffres, on va les analyser. Et donc on va prendre un deuxième schéma qu'Educide nous a transmis, et vous allez constater que le niveau d'endettement public des pays développés, on parle du Japon, on parle des États-Unis, de la Chine, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Tous ces pays-là ont un niveau d'endettement public au moins égal, voire supérieur à la France. Il n'y a que l'Allemagne qui a un niveau d'endettement public inférieur, mais tous les autres, c'est un endettement qui est supérieur à celui de la France. Alors, regardons dans le détail. Japon, sa dette est de 234% de son PIB. La Grèce, 206%. Les États-Unis, 161%. L'Italie, 156%. Le Royaume-Uni, 144%. Le Canada, 142%. L'Espagne, 120%. Et la France, 118%. Tous les chiffres que je viens de vous donner là, ce sont des chiffres de l'année 2020. Donc ils ont été impactés par le Covid. En fait, tous les endettements publics se sont envolés à peu près dans les mêmes proportions pour tous les pays. Et donc vous retrouviez à peu près les mêmes classements avant la crise Covid, simplement avec des endettements publics qui étaient un peu inférieurs. Mais vous voyez que tous les pays que j'ai cités avaient déjà un endettement public supérieur à celui de la France. Vous voyez que ça commence quand même à faire beaucoup de pays qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et puis parmi tous ces pays, il y en a beaucoup, je pense notamment aux États-Unis, qui sont pas connus pour leur politique de redistribution massive des richesses en faveur des plus pauvres. Alors pourquoi tous les États développés du monde ont de tels niveaux d'endettement public? La première raison, elle est conjoncturelle. C'est que lors de la crise des subprimes de 2008, les banques dans l'ensemble du système international menaçaient de s'effondrer. Et donc les États sont venus à la rescousse pour les sauver. En fait, à ce moment-là, plutôt que de les nationaliser, parce que les banques, leur valeur était réduite à néant, puisqu'elles étaient sur le point de s'écrouler, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu éponger leurs dettes pour les sauver. Et à ce moment-là, on a vu que les beaux principes prônés par le capitalisme ont volé en éclats. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a privatisé les profits pendant des années, certes, mais au moment où le système devait s'écrouler, on a socialisé les pertes. Et comment? En faisant payer les contribuables par l'impôt. Et donc, on est venu sauver les banques qui, depuis des années, s'étaient engraissées en spéculant sur les marchés financiers, en spéculant avec nos vies, quelque part. Et puis, au moment où elles auraient dû prendre leurs pertes, les assumer, finalement, on a fait payer l'addition à tous les autres. Et les autres, encore une fois, c'était nous. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Et pour bien comprendre, il faut faire un peu d'histoire. En fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États du monde ont créé un certain nombre d'institutions et notamment se sont mis d'accord sur le système monétaire international. C'est ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods. On a créé le Fonds monétaire international et dans le cadre de ce système, les taux de change, c'est-à-dire la valeur des monnaies, étaient fixes. Et ça permettait d'avoir une économie qui était assez stable et qui était régulée par une instance internationale, le Fonds monétaire international.
Dans le système des accords de Bretton Woods, toutes les monnaies étaient fondées sur une monnaie de référence qui était le dollar. Et le dollar lui-même était référencé par rapport à l'or. Ça voulait dire que les États pouvaient demander de convertir les dollars en or. Alors c'est un système qui a été assez équilibré pendant plusieurs années, mais qui avait une faille très forte, c'était précisément d'être indexé avec comme valeur de référence le dollar. Parce que ça a conféré un privilège exorbitant aux États-Unis qui pouvaient dévaluer sa monnaie, c'est-à-dire baisser sa valeur pour lui donner un avantage compétitif sur le plan économique et en particulier commercial. Bon, je rentre pas dans la technique pour l'instant, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'était un avantage très déloyal qui était conféré aux États-Unis et au détriment de tous les autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 60, l'économie des États-Unis va ralentir. Notamment parce qu'il y a la guerre au Vietnam qui coûte énormément d'argent, dans laquelle les Américains se sont embourbés. Et puis il y a également le fait qu'ils ont passé leur pic de pétrole à ce moment-là, leur pic de pétrole conventionnel. Et tout ça a créé un ralentissement, des poussées inflationnistes, c'est-à-dire que tous les prix à la consommation ont augmenté sur le territoire américain. Et ça a conduit d'autres États à ne plus avoir vraiment confiance dans le dollar. Et donc ils ont demandé aux États-Unis qu'on leur donne plutôt l'or plutôt que le dollar. Et là, évidemment, les Américains, ils n'ont pas du tout été d'accord. Ils ne voulaient pas se départir de leur or. Et donc, le président Richard Nixon, en 1971, a pris une décision historique. Il a décidé unilatéralement de sortir des accords de Bretton Woods. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, c'est la fin d'un système monétaire international qui est régulé et en fait, on entre dans un nouveau monde, celui des monnaies flottantes, des taux de change flottants, où les monnaies vont devenir une marchandise comme une autre, c'est-à-dire que leur valeur va être fixée en fonction de la loi, de l'offre et de la demande. Et l'autre conséquence de cette dérégulation, c'est que les banques centrales vont pouvoir imprimer des billets à gogo et tous les pays du monde, mais en tête les États-Unis, vont augmenter leur endettement public pour faire tourner la machine économique. Surtout qu'au même moment, c'est-à-dire dans le courant des années 70, début années 80, les États ont eu tendance à réduire les niveaux d'imposition, que ce soit sur les sociétés ou les impôts des particuliers, alors que les besoins en dépenses ne faiblissaient pas, au contraire, ils avaient tendance toujours à augmenter parce qu'il y avait toujours une évolution démographique, c'est-à-dire une augmentation de la population. Tout ça a fait que les États se sont retrouvés en déficit chronique et que pour financer ces déficits, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter, toujours emprunter, et c'est pour ça qu'à compter des années 1975, on a une explosion des niveaux d'endettement public dans tous les pays du monde. Et là, on a un troisième schéma que Lucide nous a transmis qui permet de le vérifier. On voit très clairement sur ce schéma qu'au sortir des 30 glorieuses, c'est-à-dire au milieu des années 70, le niveau d'endettement public des différents pays était revenu à un niveau tout à fait dérisoire. Et qu'à partir de 1975, ces niveaux d'endettement vont commencer à augmenter sur plusieurs décennies avec une explosion au moment de la crise des subprimes en 2008 qui font les niveaux d'endettement public qu'on connaît aujourd'hui. Alors de tout ce qu'on vient de voir, il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser les citoyens. Parce que c'est pas de leur faute s'il y a un niveau d'endettement public, c'est tout simplement le fonctionnement du système économique mondial. Et d'ailleurs, si on veut être complet et tout à fait honnête, il faut dire que certes les niveaux d'endettement public sont très élevés, mais les niveaux d'endettement privé le sont plus encore, et qu'on a atteint toujours des records d'année en année d'endettement privé. Donc en fait, c'est toute l'économie mondiale qui fonctionne sur le crédit, que ce soit au niveau public ou au niveau privé. La deuxième leçon à tirer, c'est que l'État français ne remboursera jamais tout seul dans son coin la dette publique. Alors soyons clairs, la dette on la rembourse, vous l'avez compris. D'année en année, on emprunte à nouveau pour rembourser les anciens emprunts. Quand on parle là de rembourser la dette au niveau macroéconomique, ça veut dire qu'on ramène notre endettement à 0% du PIB, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de dette du tout. Soyons clairs, on ne le fera jamais tout seul dans notre coin. Si tous les États du monde continuent à emprunter pour faire fonctionner leur économie, il est évident que nous, tout seuls, États français, on va pas pouvoir ramener notre endettement public à zéro, parce que sinon on va être complètement largué dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc en vérité,
Il n'y a qu'une seule solution au niveau mondial, si on veut sortir de ce système complètement fou, ce serait de conclure un nouvel accord de type Bretton Woods, c'est-à-dire avec une régulation du système monétaire international, où il ne faudrait pas d'ailleurs refaire la même erreur qu'on a faite au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit le dollar qui soit la monnaie de référence, il faudrait que ce soit une unité de mesure abstraite, une monnaie abstraite qui soit la monnaie de référence. C'était d'ailleurs le modèle qu'avait préconisé Keynes à l'époque, mais qui n'avait pas été retenu puisque les États-Unis, étant la première puissance économique du monde à ce moment-là et militaire, ils avaient imposé finalement un système qui était tout à leur avantage. Et donc il faudrait un nouvel accord mondial pour remettre les compteurs à zéro. On pourrait ainsi avoir une nouvelle économie qui fonctionne de manière beaucoup plus saine que celle qu'on a aujourd'hui, hyper financiarisée, complètement dérégulée, qui bénéficie à plein aux spéculateurs, aux investisseurs financiers, mais qui est en train d'asservir et d'appauvrir tous les peuples du monde. Bon, malheureusement, il ne faut pas trop rêver, parce que bien souvent, pour arriver à de tels accords qui révolutionnent totalement le fonctionnement d'une économie, on passe par des circonstances tragiques. Si vous regardez l'histoire, quand on a atteint de tels niveaux d'endettement, c'est souvent on a dû passer par la guerre pour remettre les compteurs à zéro. Alors, je m'arrête là pour le moment. Ça fait assez d'éléments déjà pour contrer les arguments fallacieux qui sont développés dans le débat public. Mais dans la deuxième vidéo, on s'intéressera cette fois-ci à la question de savoir si, on peut effacer ou non la dette publique par la monétisation, par le défaut. Et puis, on se posera aussi la question de savoir finalement, on fait quoi avec la dette publique? Parce que je viens d'expliquer qu'au niveau mondial, ça risque d'être compliqué de voir advenir un changement demain. Donc, en attendant, qu'est-ce que la France peut faire pour traiter ce problème-là? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous invite aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne Elucide dont je vous ai parlé dans la vidéo. Parce que vous savez, pour les créateurs de contenu sur YouTube, c'est quand même difficile. Les algorithmes ne nous mettent pas forcément en avant. Bref, je compte sur votre soutien, à la fois pour Praxis, mais aussi pour Elucide, parce que c'est vraiment un nouveau média qui en vaut la peine. Je crois qu'ils essaient vraiment de faire du travail sérieux. Et donc un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Allez, à bientôt.